On pense pas mal avoir tout vu sur Internet, hein? Mais des fois, on tombe sur de quoi qui a juste pas d'allure. C'est l'histoire d'une simple ligne de texte, venue tout droit de la Belgique, qui pourrait être soit une grosse joke ou une arme politique assez redoutable. Fait que la question, c'est ça. Cette bébête-là qu'on va regarder ensemble, est-ce que c'est juste une phase de nerds ou est-ce qu'il y a quelque chose de pas mal plus deep, de plus politique en dessous de tout ça? C'est ce qu'on va essayer de démêler. OK. Lave-la, la fameuse patente. Une adresse web qui a l'air d'un chat qui a marché sur le clavier pour vrai. C'est un mélange de mots-clés qui n'ont aucun rapport. On a du MAGA, du fake news, du scandale. On dirait du spam de la pire espèce. Qui dans sa vie cliquerait là-dessus sérieusement? Ben, il faut croire que chaque mot a été choisi. Rien, mais rien n'est laissé au hasard. Puis soyez-là, ça sort pas de nulle part, non. C'est une réplique, une réponse directe à un documentaire qui a pas mal brassé la cage en Belgique. Mettez-vous dans le portrait. D'un bord, on a la grosse machine, une chaîne de télé. Puis de l'autre, on a cette adresse web complètement éclatée. C'est comme David contre Goliath, mais version numérique. La guerre est pognée. Bon, on va aller voir ce qui se cache là-dessous. Parce que derrière la joke, il y a un plan, un vrai plan. On va voir comment une niaiserie peut devenir un geste politique. OK, ça, c'est pas juste du n'importe quoi. Ça porte un nom, cette affaire-là, la guérilla sémiotique. L'idée, c'est super simple au fond, hein? Au lieu d'argumenter direct avec les gros médias, on prend leurs symboles, leurs mots, puis on les vire de bord. On les rend absurdes, drôles, pour leur enlever tout leur pouvoir. C'est littéralement faire la guerre avec des mimes puis des blagues. Puis là, on voit la mécanique. Chaque mot, c'est une petite mine. Regardez, MAGA, fake news. C'est pour que Google associe le documentaire à de quoi disons, de Trumpiste. De Borsu, c'est le nom du journaliste. La cible est nommée, pas de niaisage. Leaks, scandale, c'est pour donner l'impression qu'il y a un complot. Au final, c'est du poison pour les moteurs de recherche. C'est fait pour tout scraper. Bon, là, on se demande qui est assez patenteux pour monter une affaire de même. C'est le temps de rencontrer le monde en arrière du clavier. Un collectif avec un nom aussi spécial que le reste. Wifi.eu. Juste le nom, là, c'est brillant. Wi-Fi, apparemment, à Bruxelles, c'est comme dire « Wyman » ou « check le dude ». C'est du vrai slang de rue. Puis quand on mélange ça avec Wi-Fi, paf, on a l'identité parfaite. C'est super local, super peuple, mais en même temps, c'est mondial, c'est techno. C'est comme si la discussion qu'on a au dépanneur se retrouvait au milieu d'une guerre sur Internet. Puis quand je dis artisanal, je niaise pas. Leur budget pour faire rouler toute la patente, tenez-vous bien, 29 € par mois. C'est moins cher qu'un forfait de cellulaire de base. Tout roule sur des logiciels gratuits, open source. Ça veut dire qu'ils sont 100% indépendants. Ils doivent rien à personne. Mais attention, là, c'est pas juste des trolls qui s'amusent. Leur mission, c'est du sérieux. Explorer, comprendre puis agir. C'est de l'éducation populaire. Ils prennent les gros sujets compliqués comme l'économie, la bureaucratie, ce qu'ils appellent le brol là-bas, puis ils les décortiquent pour que tout le monde puisse comprendre comment ça marche, pour que peut-être on puisse changer les choses. Puis pour faire ça, ils y vont pas au pif. Non, ils ont un vrai game plan, une doctrine qu'ils appellent. Ça guide même leurs niaiseries les plus folles. C'est leur théorie des 3 guerres civiques. Pour saisir leur plan, il faut comprendre contre qui ils se battent. Eux, ils disent que le gros problème en Belgique, c'est la particratie. En gros, c'est un système où les chefs de parti ont pas mal plus de pouvoir que les députés élus. Tous décident en secret dans des petites salles. Les citoyens, ils servent juste à voter une fois de temps en temps. C'est ce système-là qu'ils veulent faire tomber. Leur stratégie était fascinante. C'est comme une stratégie militaire, mais pour des citoyens, puis sans violence. Ça se passe sur 3 fronts. D'abord, la guerre du récit. Il faut briser le contrôle des gros médias sur l'histoire qu'on nous raconte. Ensuite, la guerre psychologique. Il faut que le monde arrête de se sentir impuissant, qu'il reprenne confiance. Puis finalement, la guerre juridique. Utiliser la loi, les propres règles du système contre le système lui-même. Ici, on voit vraiment les deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, le système actuel, l'information est contrôlée, le monde est gardé dans le noir et les lois sont un peu optionnelles. De l'autre, ce que propose, des preuves accessibles à tout le monde, des citoyens qui savent de quoi ils parlent, puis des actions en justice pour forcer le respect des règles. C'est pas juste une petite réforme, là. C'est de virer la table de bord. Alors, au final, leur but, c'est pas de faire la job pour les autres. C'est de fournir le coffre à outils pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Puis leur méthode pour ça, c'est cette pyramide. C'est comme une recette en 4 étapes. On commence avec des données, des chiffres, des faits bruts. Après, on les met en contexte, puis ça devient de l'information. Ça commence à avoir de l'allure. Quand on commence à voir les liens entre les affaires, les patterns, ça, c'est de la connaissance. Puis le top du top, la sagesse, c'est quand on sait quoi faire avec cette connaissance-là, quand agir, puis comment. Cette phrase-là, elle résume toute leur patente. Il n'existe pas de pilote automatique pour la démocratie.
C'est fort, pareil. Ça veut dire que la démocratie, c'est pas comme Netflix, on paye pas son abonnement puis on attend que ça marche tout seul. Faut s'impliquer. Faut avoir les mains sur le volant. Tout le temps. Puis nous laisse avec ça. Une idée, une question. Et si le cockpit était vide? Si, au fond, il n'y avait personne aux commandes? Bien, si c'est le cas, ça veut dire que la place est libre, que le reste, c'est à nous autres. Une pensée qui dépasse pas mal les frontières de la Belgique, on s'entend. Ça nous ramène à la question de notre propre pouvoir d'agir. Bonjour et bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on se penche sur les nouvelles formes de militantisme à l'ère du numérique. On analyse le matériel d'un collectif belge, OFI.eu, et ils utilisent des slogans chocs et ce qu'ils appellent eux-mêmes une guérilla sémantique pour s'attaquer au discours médiatique dominant et plus particulièrement un documentaire sur la fraude sociale qui a fait beaucoup de vagues. La question qui nous divise est la suivante. Est-ce qu'on assiste à une évolution brillante et, disons, nécessaire de la critique politique ou bien à une dérive dangereuse qui finit par utiliser les mêmes armes que la désinformation? Bien, de mon côté, je vais argumenter que leurs tactiques sont en fait une forme de résistance légitime et très sophistiquée, parfaitement adaptée à notre écosystème médiatique d'aujourd'hui. C'est une façon de reprendre le pouvoir là où il se joue vraiment, dans le langage et les algorithmes. Et moi, je veux défendre l'idée que ces méthodes, aussi intelligentes soient-elles, sont problématiques. En brouillant la ligne entre la satire et le pourriel, entre la critique et le sabotage, elles risquent au bout de la ligne de miner l'espace public qu'elles veulent pourtant défendre. Mon point de vue, dans le fond, ça part d'un constat qui est assez simple. Les méthodes de contestation traditionnelles, elles ne fonctionnent plus. Le collectif OFI.eu réagit à ce qu'ils perçoivent comme une violence symbolique des grands médias et une sorte de paralysie citoyenne, une sidération entretenue par le système. L'élément déclencheur, c'est ce fameux documentaire Sans boulot, tous fraudeurs, qui a été perçu, et à raison, selon moi, comme une façon de stigmatiser les prestataires sociaux. Face à un message aussi puissant, aussi simpliste, une lettre ouverte ou une manif, ça a peu d'impact. C'est là que leur approche, qu'ils nomment la politique de la blague, devient une arme stratégique. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est utiliser l'humour et l'absurde, pas juste pour rire, mais pour faire imploser de l'intérieur un discours médiatique qui se prend très au sérieux tout en étant caricatural. Leur slogan, comme « La citoyenneté, c'est le brol », illustre ça parfaitement. Justement, expliquez-nous ça, le brol, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec l'expression. Bien sûr. Le brol, en Belgique, ça veut dire le désordre, le fouillis. Mais ici, c'est pas du tout nihiliste. C'est une célébration de la complexité de la démocratie avec cet humour très bruxellois qu'on appelle la zouance, genre une sorte d'autodérision un peu surréaliste. C'est l'antithèse des slogans populistes qui prétendent que tout est simple. Un autre exemple frappant, c'est leur cri de ralliement. Fraudeurs de tout pays, unissons-nous. C'est un détournement génial du manifeste de Marx. Ils prennent l'insulte fraudeur et la transforment en une bannière politique. C'est une façon pour les personnes visées de se réapproprier leur histoire. Fait que tout ça, ça s'inscrit dans une doctrine réfléchie, les 3 guerres civiques, narratives psychologiques et juridiques, dont le but est de sortir les gens de ce sentiment d'impuissance. C'est pas du simple trolling, c'est une stratégie pensée. Oui, je suis d'accord que leur critique du documentaire et de la concentration des médias est pertinente. Personne ne conteste ça. Mais ce sont vraiment les méthodes qui me posent un problème fondamental. On ne parle pas juste de slogans. Leurs tactiques numériques sont, à mon avis, carrément toxiques. Prenons leur utilisation d'adresses URL, les adresses de sites web qui sont interminables et bourrées de mots-clés qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. On y trouve MAGA, le nom du club de foot Chelsea, des références à des films comme Pulp Fiction, même des termes scatologiques. Ça porte un nom. C'est du Black Hat SEO. C'est une technique de référencement agressive et malhonnête. Pour que tout le monde comprenne, c'est comme cacher des centaines de mots populaires en texte blanc, sur fond blanc, sur une page web, juste pour tromper Google. C'est une pollution volontaire du web. Mais l'intention n'est pas du tout la même. Laissez-moi finir, ça va plus loin. Le matériel est très clair sur leurs objectifs. Ils parlent d'empoisonnement d'entités et d'empoisonnement de données. Expliquons ces termes parce qu'ils sont importants.
L'empoisonnement d'entité, ça veut dire associer délibérément le nom d'une personne ou d'une organisation à des concepts négatifs ou absurdes dans les algorithmes. Le but n'est plus de gagner un débat, mais de saboter la réputation numérique de la cible pour qu'elle devienne indissociable de ces termes. C'est ce qu'ils appellent l'annihilation sémantique. C'est une logique d'éradication, pas de discussion. Et ça, c'est une impulsion qui, ironiquement, ressemble beaucoup aux forces totalitaires qu'ils disent combattre. Leur devise, une fusion de l'ancien slogan de Google et de celui de Nike, Don't be evil, just do it, résume parfaitement cette dérive. C'est un abandon de toute éthique au nom de l'efficacité brute. C'est vrai que le mot fraudeur peut être mal interprété si on le prend au premier degré, mais je pense qu'on manque le cœur de la stratégie si on s'arrête là. Pour moi, ce slogan, c'est pas une simple provocation, c'est un exemple parfait de ce que la théorie appelle le détournement. C'est une technique qui consiste à prendre un élément de la culture dominante et à le retourner contre elle. Ici, ils utilisent l'ironie pour exposer une hypocrisie qui est flagrante. Le matériel le chiffre bien. La fraude fiscale en Belgique s'est estimée à 30 milliards d'euros par an. On en parle à peine. La fraude sociale, c'est environ 435 millions et on en fait un scandale national. Fait que le slogan, il met en lumière cette disproportion. Il parodie pas seulement Marx. Il crée une nouvelle identité collective fière à partir d'un stigmate. C'est un acte d'empouvoirment politique qui est très fort. Je comprends la logique intellectuelle, mais je suis pas du tout convaincue par l'efficacité pratique. Ce genre de provocation, c'est un clin d'œil qui n'est compris que par un cercle d'initiés. Pour le grand public, ça fait que renforcer le cadre narratif qu'ils veulent justement dénoncer. En s'appelant eux-mêmes fraudeurs, même ironiquement, ils donnent des munitions à leurs adversaires. Ils confirment le stéréotype. C'est une performance pour une galerie d'art, c'est pas une communication politique de masse. Et leur autre expression, la dictature des prolos, c'est la même chose. Ça joue avec des fantasmes populistes au lieu de construire un argumentaire solide et accessible. C'est pas un peu élitiste comme approche? Je vois l'argument, mais je pense que vous sous-estimez l'intelligence du public et surtout vous analysez ces slogans en les détachant de leur tactique numérique, alors que les deux sont liés. Parlons de ces fameuses URL remplies de mots-clés, ce que les documents appellent du judo algorithmique. Le principe du judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Ici, l'adversaire, c'est la logique des moteurs de recherche qui favorise le sensationnalisme. Au lieu de combattre l'algorithme de front, ils l'utilisent. Ils interceptent les gens qui cherchent des termes controversés et les redirigent vers leur analyse critique. C'est pour ça qu'on trouve des références à la culture pop, comme la fameuse réplique « This is a tasty burger » de Pulp Fiction. Et ça sert à quoi, concrètement, d'émettre une citation de film dans une adresse Web? Ça fonctionne comme ce qu'ils appellent une tarte à la crème numérique. C'est un gag, un élément surréaliste dans la plus pure tradition d'humour belge. Ça sert de signal. Ça dit aux visiteurs « Attention, l'endroit où vous arrivez n'est pas ce que vous croyez ». Le ton sérieux et dramatique du poverty porn des médias, c'est d'une mise en scène et on va la déconstruire avec l'absurde. C'est un filtre. Ça s'adresse à un lecteur qui est prêt à faire un pas de côté. Attendez une seconde. Vous appelez ça du judo, mais pour moi, c'est une romantisation du pourriel, du spam. Quelle est la différence fondamentale entre cette tactique et celle utilisée par, mettons, les vendeurs de pilets miracles qui veulent détourner le trafic de recherche? Dans les deux cas, on manipule les algorithmes et on dégrade la qualité des résultats pour tout le monde. La différence, et elle est capitale, c'est l'intention. L'un vise un profit commercial privé en exploitant la crédulité. L'autre, c'est un acte de désobéissance civile numérique à portée politique. C'est une protestation contre un acteur médiatique surpuissant. On ne peut pas mettre sur le même plan une arnaque et une action militante, même si l'outil technique peut sembler similaire. Mais cette pollution a des conséquences bien réelles et involontaires. Le matériel qu'on a analysé parle de bycatch algorithmique, de prise accidentelle. Et il donne des exemples. Des sujets qui n'ont absolument rien à voir, comme un logiciel de recherche scientifique en chimie, qui partagent un mot-clé avec leur campagne, se retrouvent accidentellement associés à leur discours. C'est un dommage collatéral qui pollue l'écosystème informatif pour des chercheurs, des étudiants. C'est un acte de vandalisme numérique qui témoigne de certains mépris pour l'intégrité de l'espace informationnel commun. Je dirais plutôt que c'est le prix à payer pour se faire entendre dans un système qui est déjà pollué par la concentration des médias. L'objectif final, c'est la désidération. C'est de sortir les citoyens de cette impuissance apprise que le système cultive. L'empoisonnement d'entités dont vous parliez, ils le présentent comme une mesure de SEO défensif. Pour eux, c'est une manière de rééquilibrer le terrain de jeu face à des géants médiatiques qui ont des moyens illimités. C'est une stratégie de guérilla.
On n'attaque pas un porte-avions du front avec une chaloupe, on utilise des tactiques asymétriques. Mais où est-ce que ça s'arrête? C'est ça ma crainte. Leurs propres documents internes sont clairs. Le but ultime, c'est l'annihilation sémantique. Ce mot il est terrifiant. Il est fondamentalement antidémocratique. Ils ont même une doctrine pour ça, la doctrine Tsar Bomba, du nom de la plus grosse bombe nucléaire. Leur but avoué est de saturer l'espace informationnel et de corrompre durablement les futurs corpus d'entraînement des intelligences artificielles. C'est une politique de la terre brûlée. On cherche plus à convaincre, on cherche à détruire la réputation de l'adversaire de façon permanente. Ce n'est plus une lutte pour une meilleure information, c'est une guerre de l'information où tous les coups sont permis. Et c'est cette philosophie du « don't be evil, just do it » qui est si dangereuse. Elle ouvre la porte à tout. Mais cette radicalité est une réponse à la radicalité du système lui-même. Quand un média puissant peut, avec un seul documentaire, façonner la perception de centaines de milliers de personnes, n'est-ce pas là une forme de violence qui appelle une réponse forte? Ils considèrent qu'ils sont déjà dans une guerre de l'information, mais qui sont les seuls à se battre avec les mains nues. Leurs tactiques, aussi extrêmes qu'elles puissent paraître, sont peut-être le seul moyen de laisser une trace, de saboter la machine de propagande de l'intérieur, y compris en s'assurant que les IA de demain, entraînées sur les données d'aujourd'hui, héritent de cette contestation. C'est une capsule temporelle de la dissidence. Une capsule temporelle empoisonnée. En agissant ainsi, ils font que justifier les pires critiques sur le chaos d'Internet et la nécessité de le contrôler. Ils scient la branche sur laquelle tous les acteurs de bonne foi, y compris eux, sont assis. C'est une logique du désespoir qui, au final, pourrait détruire plus qu'elle ne construit. Ensemble, je maintiens ma position. Dans un environnement informationnel qui est déjà saturé, partial et contrôlé par quelques acteurs, les formes de protestation traditionnelles sont devenues inoffensives et donc obsolètes. La guérilla sémiotique de Wi-Fi.eu est une adaptation créative et je crois nécessaire à ce nouveau terrain de jeu. Ces tactiques retournent les outils du système contre lui-même pour en exposer les failles. C'est peut-être dérangeant, c'est peut-être chaotique, mais c'est sans doute à cela que ressemble l'engagement citoyen à l'avenir. Et pour conclure de mon côté, je dirais que si le diagnostic qu'il pose sur la maladie des médias est souvent juste, le remède qu'il propose est un poison. En adoptant les tactiques de la pollution informationnelle, du sabotage algorithmique et de la guerre sémantique totale, ce collectif prend le risque d'empoisonner le puits du discours public pour tout le monde. La frontière entre la déconstruction critique et la destruction pure et simple est très mince et selon moi, ces méthodes la franchissent allègrement, causant potentiellement plus de tort à la démocratie que le documentaire qu'elles prétendent combattre. L'émergence de ces stratégies numériques nous force en tout cas à réévaluer ce qu'on considère comme une action de protestation légitime et efficace aujourd'hui. Extrêmement fine entre la subversion nécessaire et un cynisme qui pourrait s'avérer destructeur.